puisque cette semaine, ça fait partie des matchs dont je n'ai pas parlé, hein, dans les news. Des matchs, j'ai pas donné le résultat parce qu'il n'y a pas de résultat entre Colo-Colo et Fortaleza. C'était l'un des rendez-vous, hein, de cette semaine de Libertadores. Et finalement, ça a débouché sur un drame absolu. Colo-Colo, je le disais, devait accueillir Fortaleza. Et vous l'avez sans doute vu, hein, le match a été arrêté, a été annulé même, hein, vous voyez sur ce visuel publié par la CONMEBOL. La partie a été annulée. Alors, on va en revenir justement sur les raisons de cette annulation. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va évoquer un petit peu le contexte et on va évoquer aussi les conséquences que cela a. Et vous essaierez aussi de le garder dans ce dossier, de garder un petit peu à l'esprit ce qu'il se passe en nos contrées françaises, notamment parce que vous allez voir, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau de tragédie, vous allez voir aussi pourquoi je parle de tragédie, qu'il y a des choses qui sont quand même assez communes. Bref, tout d'abord donc, les faits. Les faits, selon les premiers comptes rendus, à 18h30, vers 18h30, un groupe de personnes aurait tenté de pénétrer aux abords du stade et d'entrer même dans le Monumental où se déroulait le match entre Colo-Colo et Fortaleza. Ce qui est dit alors, c'est que le personnel du contrôle de l'ordre public, on appelle ça le COP, des carabiniers, hein, de la police, a effectué différentes manœuvres avec pour objectif principal d'empêcher ces personnes d'entrer. Ce que l'on nous a dit alors à ce moment-là, c'est y aurait eu une bousculade, et vous savez ce que ça entraîne, hein, les mouvements de foule dans les stades, on va pas vous faire un dessin. Là, on est à l'abord du stade avec une foule qui se masse. Une barrière est tombée, et la conséquence, je parlais de tragédie, elle est horrible, puisqu'il y a eu 2 morts. Un enfant, c'est même pas un adolescent, un enfant de 13 ans qui est décédé, et une adolescente ou jeune adulte, je vais utiliser le mot que vous voulez, pour moi c'est une adolescente, mais je suis un peu âgé, de 18 ans. Voilà. Sachez que donc le match s'est ensuite disputé. On a commencé à jouer entre Colo-Colo et Fortaleza, et au fur et à mesure des minutes, parce que l'on est dans une époque en 2025 où il est facile d'avoir accès aux informations, la rumeur a touché tout le stade, s'est répandue partout dans le stade, les images se sont réparties un petit peu partout dans le stade, l'annonce aussi du décès de ces 2 supporters s'est propagée dans les différentes tribunes du stade, et donc vous imaginez, a fini par mettre le feu aux poudres. Les vitres ont été cassées par des membres de la Barra, de la Garra Blanca de Colo-Colo, et des supporters ont pénétré sur le terrain pour finalement faire complètement arrêter la partie. Le match a été arrêté à la 72e minute et n'a donc pas repris, partie annulée. La CONMEBOL est inhumaine, il ne fallait pas jouer ce match-là. On va en parler dans un instant de tout cela quand on évoquera les notions de responsabilité dans cette histoire. Parce que avant cela, il y a les faits que je vous ai exposés, que l'on a eu à ce moment-là, les faits qui se sont propagés à ce moment-là. Mais très très vite, les choses ont évolué, et je vais y revenir dans un instant. Sachez quand même, là du coup ça va faire un match perdu pour Colo-Colo, on en parlera dans un instant, Red. Sachez quand même que ça a réagi de par le monde, hein, vraiment pour le coup, de par le monde, cette affaire. Il y a eu évidemment une réaction, alors forcément, il y a eu des réactions officielles, hein, les instances qui ont regretté la disparition de 2 personnes, etc. Le club, etc. J'y reviendrai sur Colo-Colo aussi dans un instant parce qu'ils ont mis des choses en place. Mais d'autres clubs ont réagi. Fortaleza, en premier lieu, est entré sur le terrain ce week-end avec un drapeau chilien et un drapeau brésilien pour expliquer pour faire comprendre qu'on ne peut pas perdre sa vie aux abords d'un match de foot, dans le cadre d'un match de foot, que le foot et la violence n'ont absolument rien à faire ensemble. Donc ça, c'est Fortaleza. Et il y a eu aussi des banderoles dans différents stades du monde. Et vraiment, j'insiste, du monde. Vous allez voir, on en a vu en Bolivie, du côté de The Strongest notamment, en hommage donc à Milan et Martina, prénom de ces 2 enfants qui sont décédés. Milan, 13 ans, Martina, 18. Je rappelle les âges, je rappelle que ce sont des enfants, c'est important de le garder à l'esprit, qui sont décédés aux abords de ce stade-là. Ça, c'est du côté de The Strongest en Bolivie, mais même en Europe, puisque les supporters du VfB Stuttgart ont montré des banderoles réclamant la justice pour les supporters assassinés
à Colo Colo avec le fameux, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur Twitch, donc je ne vais pas le dire, ni sur YouTube, mais vous voyez les 4 lettres qui s'en suivent, qui sont utilisées par... Enfin voilà, vous savez. Je ne sais pas si j'ai le droit de les dire, donc je ne vais pas les donner, je ne vais pas me risquer un strike ou des choses comme ça. Bref, mais elles sont importantes à garder à l'esprit parce que forcément, on va revenir... on va revenir sur les faits, parce que les faits ont finalement fini par bousculer un petit peu les premières annonces expliquant qu'il y avait une bousculade de gens qui voulaient entrer illégalement dans le stade et qui ont finalement fini par faire tomber une barrière. Parce que rapidement, certains médias ont remis en question ce qu'il s'était passé, et ont pointé notamment, comme très souvent, comme trop souvent au Chili, et je vais y revenir dans un instant, l'action, les réactions, la répression menée par les carabiniers chiliens, qui ont été forcément pointés comme étant responsables de la chose. Cette situation, elle s'est d'ailleurs confirmée pour certains médias, enfin, ça a été une des confirmations pour certains médias. J'ai pas la vidéo sous les yeux parce que je sais pas trop si je peux la passer. Et puis c'est pas forcément hyper intéressant enfin, pas forcément envie de passer des vidéos assez violentes. Juste pour savoir, il y a une troisième personne qui a été envoyée à la clinique après ces événements-là. Et les familles qui étaient à la clinique les policiers ont débarqué dans la clinique et ont commencé à taper sur certains membres des familles. Donc ça a mis un boxon pas possible, difficile de savoir si toutes les sources convergent et tout. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar. Les hinchas du Chili sont hyper violents, mais ça n'explique pas. J'en parlerai dans un instant, Ibra, t'inquiète pas. Pas de Darmanin dans le coup, pas de réaction de Darmanin. Par contre, vous allez voir que le ministre de l'Intérieur au Chili s'est exprimé à ce sujet-là. Bref, tout ça pour dire que 2 officiers de police ont été placés en détention pour leur implication dans l'incident, alors que l'enquête, forcément, il y a une enquête, a été ouverte. L'autre souci, par rapport à la version officielle expliquant que ce sont une masse de gens sans billets qui ont voulu forcer l'entrée du stade, c'est que Martina, la jeune adolescente de 18 ans qui est décédée, sa sœur a témoigné à la télévision. Sa sœur qui était, je ne sais pas si elle était présente aux abords du stade, mais je pense parce qu'elle était, elle était aux abords du stade quand elle a été interrogée par les médias. Sa sœur a déclaré à la télévision, elle est venue avec un billet en main, avec sa carte d'identité. Elle n'est pas venue pour forcer le passage comme ils l'ont dit. Elle avait des tickets et les carabiniers les ont écrasés. Voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a affirmé. Elle explique qu'elle a le téléphone de sa sœur en sa possession avec les places sur le téléphone. Un journaliste chilien, Leonel Poblete Coduti, a témoigné à une radio chilienne expliquant que, allant dans ce sens-là, expliquant que des témoins, selon lui, affirment que tout a commencé lorsque les carabiniers ont commencé à réprimer violemment les personnes qui tenteraient d'entrer dans le stade. Il y a des soupçons que cette répression soit la cause directe des décès. C'est un journaliste chilien qui dit ça, et c'est une hypothèse qui donc semble suivie par le bureau du procureur, qui a ouvert, donc je le disais, une enquête pour essayer d'éclaircir un petit peu les circonstances de ce drame. Francisco Mores a indiqué que les caméras de sécurité étaient en cours d'analyse, que les témoignages des policiers présents étaient en train d'être recueillis, et il a confirmé, c'est important, l'implication d'un véhicule de police dans l'incident qui aurait causé et qui a causé la mort des victimes, expliquant que cette implication-là ne soit pas exclue. Donc voilà, il n'exclut donc aucune hypothèse des défaillances dans les mesures de sécurité et des éventuels excès dans l'intervention de la police, pour le citer. Alors, salut à Philippe qui est dans le chat. Ça fait, au fait, à 7 mois des élections, c'est comment le contexte global au Chili? Bah, alors là, je t'avoue, je n'ai pas trop regardé par rapport à cela. Je n'ai pas trop suivi. On en parlera un autre jour si tu veux bien. Parce que tu vas voir, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a de quoi être en colère face à ces événements. Il y a beaucoup de colère et je vais expliquer aussi le contexte dans l'histoire. Parce que, évidemment, et on va bien le préciser, et je vais bien le préciser, il n'est absolument pas question de cautionner les débordements des supporters qui ont tout cassé dans le Monumental, qui ont entraîné la suspension du match. Je le rappelle, je vais parler de la Garra Blanca dans un instant. Il n'est pas question d'excuser ou de donner une justification, de cautionner ces actes-là au regard de ce qui s'est passé en dehors du terrain, surtout que pour l'instant, il y a une enquête à mener. Mais vous allez voir que parfois les enquêtes, c'est compliqué là-bas. Bref, ce que je veux dire, c'est que gardez à l'esprit que donc forcément, tout n'est pas noir et blanc.
C'est rigolo, hein, parce que Colo Colo joue en noir et blanc, non. Tout est très gris, il y a des zones un petit peu obscures, il y a des zones où il y a tout se mélange un petit peu, donc n'ayez pas une vision manichéenne de ce qui va se passer là. Oui, pour les joueurs, c'était dangereux, bien sûr que c'était dangereux pour les joueurs. Il n'y a pas eu d'agression sur les joueurs, hein, par contre, hein, pour le coup, c'était juste la volonté de faire arrêter le match. Bref, tout ça pour dire que on pointe du doigt les carabiniers chiliens, et c'est pas la première fois, malheureusement, qu'il y a un problème avec les carabiniers chiliens. Je vais essayer de vous rappeler quelques éléments pour que vous compreniez aussi pourquoi la situation est extrêmement tendue au Chili. De manière générale, vous vous souvenez peut-être, et notamment au niveau des supporters, vous vous souvenez probablement des mouvements sociaux de 2019, hein, quand tout le Chili était allé dans la rue, ça avait été extrêmement violent, avec une très forte répression à l'époque. On avait consacré un article sur Lucarno Posé à ce sujet-là, on avait consacré une émission, un podcast spécial sur Lucarno Posé, je vous mettrai les liens. En 2019, on avait beaucoup parlé donc du rôle des supporters, notamment là vous voyez, il y a ceux de la OU, mais il y a ceux de Colo Colo qui sont aussi présents, ils étaient unis à ce moment-là, notamment donc la Garra Blanca, dans le soutien de ces manifestations. On avait aussi beaucoup parlé du rôle des clubs et de la partie association des clubs. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'au Chili, il y a deux entités au sein des clubs. Il y a la partie association, qui est un petit peu l'héritage historique de ce que sont les clubs, un peu ce que sont les clubs en Argentine, hein, ce sont des associations, mais le problème c'est que le Chili s'est totalement privatisé, c'est ouvert aux sociétés sportives, et donc il y a une partie privée qui, elle, gère le football professionnel notamment. L'association gère le reste notamment, et l'association joue toujours son rôle social auprès des supporters, auprès de la communauté du club. Et donc, les associations pendant les manifestations et pendant les mouvements sociaux de 2019 des grands clubs, ainsi que les barras et les mouvements et les supporters notez toujours la distinction entre barras et supporters, des clubs avaient soutenu les manifestations. Il y avait eu une très très forte répression, il y avait eu des marches qui avaient suivi la très très forte répression à l'époque, et en janvier 2020, un jeune, ouais, je crois qu'il était assez jeune, j'ai plus l'âge en tête, mais on va dire un membre de la Garra Blanca, parce qu'il était membre, lui, de la Garra Blanca, on ne parle pas d'un enfant de 13 ans, mais quand même, alors Jorge Mora, supporter de Colo Colo, avait été assassiné d'une balle dans la tête par la police chilienne. Ah non, lui, il avait été renversé par un camion anti-émeute aux abords du stade, toujours ces fameux camions anti-émeute, qui pourraient être l'un des responsables de ce qui s'est passé ce jeudi. Il avait été renversé par un camion anti-émeute, il était décédé. Là, vous voyez un tweet de l'association du club de Colo Colo qui, chaque année, rend hommage à son souvenir. Là, le tweet date de le post sur Facebook date de janvier dernier, date anniversaire, entre guillemets, de sa mort. Le conducteur du camion, à l'époque, avait été un temps arrêté, et le parquet avait requis contre lui seulement 540 jours d'emprisonnement, la suspension de son permis de conduire pour une période de 2 ans et la suspension de ses fonctions pendant une période pendant une période, je crois. Tout ça pour dire que quand vous voyez le mot justice pour les supporters, vous comprenez cet héritage-là, cette graine qui continue d'être entretenue, cette espèce de tension, hein, qui est créée, qui est présente. Et voilà. Et pour vous dire, si je parlais de personnes décédées d'une balle dans la tête, c'est parce que quand l'annonce de la mort de Jorge Mora, surnommé El Neco, hein, c'est pour ça que vous voyez Neco sur le poste, avait été faite, il y avait eu des marches de protestation, et lors d'une marche de protestation, une personne, Ariel Moreno Molina, avait été abattu d'une balle dans la tête. Donc le contexte avec les carabiniers était extrêmement violent, et c'est cette mort de Neco plus la mort d'Ariel Moreno Molina avait au Chili eu à l'époque des répercussions, puisque on avait vu, et on en avait parlé à l'époque sur Lucarno Posé, ma vidéo ne se lance pas, c'est pas grave, bon bah écoutez, on va pas la mettre, avait vu à l'époque des matchs arrêtés
des mouvements en tribune. La Commission interaméricaine des droits humains, la CIDH, avait communiqué à l'époque sur les tensions sociales qui frappaient au pays et qui avait évoqué une grave crise des droits de l'homme, relatant des abus de détention et des usages disproportionnés de la force. À l'époque, c'était la vidéo que je souhaitais vous lancer, c'était le match entre Coquimbo Unido et Audax Italiano avait été arrêté parce que les supporters étaient aussi entrés sur le terrain avec des banderoles. Ils avaient accusé le président de l'époque, Sébastien Piñera, d'assassiner comme Pinochet. Vous voyez la référence quand même, elle est lourde au Chili. Et donc, tout cela, tout ce qui s'est passé jeudi, a rappelé aussi ces éléments-là, ces éléments qui sont des éléments de tension assez fortes, et donc forcément continuent de cristalliser ces tensions-là. Je le rappelle, évidemment, s'il y a un contexte et une façon de traiter les supporters, dirons-nous, ou les mouvements de foule de manière générale, mais vous voyez le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe chez nous, toute proportion gardée, hein, on n'est pas encore dans ces états de drame, quoique sur certaines manifestations, voilà, mais au niveau des supporters, c'est pas le cas encore. Il y a quand même, et il y a donc surtout plusieurs degrés de responsabilité, plusieurs personnes qui sont responsables de tout cela. Et je vois Ibra qui parle des supporters. On va en parler justement de ces supporters-là dans un instant. On va commencer quand même par les instances, et tu l'as évoqué tout à l'heure. Quelle est la réaction de Gabriel Boric par rapport à cette affaire? Eh ben, je vais t'en parler dans un instant via la réaction du ministre de l'Intérieur, enfin ministre de la Sécurité publique au Chili. Bref, la CONMEBOL d'abord, ça a été pointé dans le chat tout à l'heure. Je rappelle que le match s'est déroulé, que la CONMEBOL a lancé le match entre Colo-Colo et Fortaleza, malgré le fait qu'elle savait qu'il y avait 2 morts aux abords du stade. Elle le savait, on le sait, parce que Lionel Poblete Couduti le confirme, il le dit. La CONMEBOL avait l'intention de faire évacuer le stade pour poursuivre le match, ce qui a été refusé par les autorités locales, et c'est donc ce qui a irrité encore plus les supporters qui ont alors envahi le terrain. Pour lui, c'est la décision de la CONMEBOL associée forcément à cette tension, associée à cette annonce, au choc que cela a suscité. On parle de 2 enfants quand même, 13 et 18 ans. On ne parle pas de Barras, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans la mort des gens, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Tout cela a cristallisé les tensions et la CONMEBOL, qui a fait débuter ce match, a eu l'intention de le faire continuer et surtout d'évacuer le stade. Imaginez un instant si elle avait fait évacuer le stade avec les mouvements de foule que ça aurait pu occasionner et avec la tension qu'il y avait en dehors, avec ce qu'il s'était passé, ça aurait été cataclysmique. Bref, ce qui est fou aussi dans l'histoire, c'est que pendant le match et surtout après le match, on entendait des coups de feu. Donc, vous voyez le truc, on était dans un contexte absolument lunaire. Et justement, beaucoup d'images, et je vais vous en faire grâce, ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment montrant des carabiniers qui répriment avec plus que de la fermeté, avec beaucoup de, j'ai pas le mot en tête, d'excès, pour imposer l'ordre à tout cela. Donc, c'est un vrai... Il y a cette première étape de responsabilité, et évidemment derrière, quand on se fend d'un communiqué pour regretter le décès de ces 2 personnes, vous comprenez toute l'hypocrisie de la chose, parce que the show must go on, comme on dit. L'autre personne, comment dirais-je, les autres instances qui sont visées, et je l'ai évoqué un petit peu avec les supporters chiliens dès 2020, ce sont les instances chiliennes. Sachez qu'au Chili, il y a ce que l'on appelle un plan pour gérer les supporters, pour les mesures de sécurité des supporters, pour traiter les mesures de sécurité des supporters. C'est pas le plan Le Prou, non. Et vous allez voir le cynisme de la chose, ça s'appelle le plan Estadio Seguro. Si vous ne parlez pas espagnol, ça veut dire le plan stade sûr. Sûr dans le sens serein. Voilà. Et ce plan a souvent et longtemps et toujours été critiqué par les supporters, et c'est lui qui a encore failli, et c'est lui qui a déjà occasionné quelques décès. Le Jorge Mora était mort en parallèle d'un match de Colo-Colo, renversé par des carabiniers qui étaient présents dans le cadre de ce plan Estadio Seguro. Sachez que maintenant, enfin, la faillite est enfin de ce plan est enfin reconnue par les instances. Sa directrice, Pamela Venegas, a présenté sa démission, tout simplement, après les faits de ce jeudi. Après les faits de ce jeudi, elle a présenté sa démission, et celui qui en était responsable à l'époque de Piñera,
Andrés Otero, je cherchais son nom, voilà, il s'affiche, donc comme ça, c'est très bien. C'est à témoigner hein, pour la Tercera, vous le voyez, hein, sur un journal chilien, a reconnu aussi que ce plan ne marchait pas. Il a dit, je le cite, il serait très malhonnête de ne pas reconnaître que malgré quelques progrès ou améliorations, le système est totalement défaillant. C'est un échec de l'État, de la NFP, la fédération chilienne, des clubs, de la société. Malheureusement, Estadio Seguro a échoué et doit être refondé. Estadio Seguro, tel qu'il a été conçu, est un échec. Les preuves sont là aux yeux de tout le monde. Eux, au moins, ils démissionnent, pas comme en France. Oui, elle a démissionné, mais tu vas voir que ça va plus loin. Pourquoi Et c'était rejoint ce que demandait Nostromo par rapport au gouvernement. Eh bien, le ministre le ministre a tout simplement décidé de mettre fin au plan Estadio Seguro. C'est terminé. Euh, euh, il a annoncé la fin. Luis Cordero, il s'appelle, c'est le nom que je cherchais. Pour diverses raisons, dont certaines sont impusables au système dans lequel elle s'est inscrite, a annoncé la fin de ce plan, a annoncé que de nouvelles mesures allaient être mises en place par le gouvernement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Sachez que la NFP qui a été visée par notamment Otero, qui ne s'est pas forcément beaucoup exprimé, enfin, si, elle a communiqué, elle a dit la crise sécuritaire actuelle requiert de toute urgence le travail et les efforts de tous. Nous demandons aux autorités de convoquer tous les acteurs pour la mise en œuvre de mesures administratives et d'accélérer les mesures législatives pour répondre à un problème national. Il est temps que le registre national des supporters devienne une loi de la République. Nous ne pouvons plus attendre. Beaucoup de voix au Chili essayent de parler du modèle anglais, expliquent que toute personne, en gros, d'emprisonner les supporters qui débordent, tout simplement parce que c'est pas forcément le cas. Donc, on veut aller sur des sanctions plus sévères du côté du Chili. On va voir comment ça va pouvoir être mis en place parce que je vous ai pointé les problèmes de responsabilité des instances qui ne savent pas véritablement gérer le problème et qui n'ont jamais su, malgré un plan mis en place il y a environ 15 ans, et ce qui n'a cessé de montrer ses faillites et ses failles tout au long de ces 15 années, qui enfin prend fin, malheureusement, parce qu'il y a 2 adolescents qui sont décédés. Et là, pour le coup, on peut pas parler de Barras Bravas alcoolisé comme tu le sous-entends, hein, parce que ça existe, et je vais en parler dans un instant, hein, Ibra. Mais on parle d'enfants quand même. Hein. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué quand même aux abords du stade. Il y a donc les instances gouvernementales, étatiques, qui ont failli et qui méconnaissent complètement le problème. Et il y a aussi donc la Ligue qui fait genre, j'y suis pour rien, c'est pas à moi de gérer. Et franchement, toute ressemblance, hein, vous voyez où je veux en venir. Hein. Bref, et il y a un troisième niveau de responsabilité. Le troisième niveau de responsabilité, ce sont les clubs, tout simplement. Toujours, ce sont les clubs. Ah, j'avais des images de la banderole de Coquimbo contre Audax. À l'époque, les supporters accusaient justement la NFP d'être les assassins du football. Hein. Vous voyez, donc les tensions étaient énormes. Le troisième, c'est forcément le club dans cette histoire. Parce que on en arrive à ce vieux problème qui touche tous les pans, le Chili, l'Argentine et bien d'autres pays, cette fameuse collusion entre les barras et les clubs. Je rappelle et je vous remontre le post hommage à Jorge Mora. Jorge Mora était un bara issu de la Garra Blanca de Colo Colo. Et on le sait, je le disais, hein, gardez à l'esprit que rien n'est blanc, rien n'est noir dans cette histoire. La Garra Blanca, je le disais, était très impliquée dans les mouvements sociaux avec les supporters de la U de Chile notamment. Hein. On les a vus ensemble dans les rues. C'était énorme à ce moment-là. Je vous invite à relire les articles et à aller voir le podcast de l'époque. C'est énorme hein, de voir en termes de symbolique ces images-là. Mais la Garra Blanca, qui s'est fondée à la fin des années 80, est connue aussi pour ses débordements depuis le début des années 90. Elle a été impliquée dans des assassinats de supporters adverses. Ibra en parlait, il y a eu de gros soucis avec la Barra en 2020, toute l'année 2024, hein, concrètement. Les supporters de Colo Colo ont été coupables et la Garra Blanca plutôt, pas les supporters. Les Barras de Colo Colo ont été responsables de beaucoup de débordements tout au long de leur campagne continentale l'année dernière. Donc c'est pas aussi simple, vous voyez, c'est pas aussi blanc-noir que cela. Tout ça pour dire que le club ne fait jamais rien, laisse souvent passer, et donc a aussi sa part de responsabilité. Et vous voyez que un petit peu comme chez nous,
vous avez les instances politiques qui méconnaissent le sujet et qui ne font rien, la Ligue qui s'en fiche, le club et qui renvoie la responsabilité aux, aux instances politiques, et le club qui, lui, ne veut pas se fâcher avec ses principaux mouvements de supporters. Donc, tout le monde se renvoie un petit peu la balle, et sachez d'ailleurs que le gouvernement actuel a Colo-Colo dans son collimateur. Une délégation présidentielle a signalé justement qu'il y avait des irrégularités dans les mesures de sécurité prises par le groupe qui gère la partie professionnelle de Colo-Colo, hein, donc Blanco y Negro, je le disais, je rappelle, un club au Chili. Beaucoup de clubs au Chili, c'est une partie association et une partie privée qui gère le sportif. Pour Colo-Colo, la partie privée s'appelle Blanco y Negro, tout simplement. Et donc, la délégation présidentielle a signalé des irrégularités, assure qu'il y a des manquements, alors que le club, selon elle, devait avoir mis en place 460 agents de sécurité privés, des détecteurs de métaux, entre autres et tout. On ne voit pas trop le lien avec les détecteurs de métaux et un gamin de 13 ans, mais bon, bref. Et donc, voilà, tout le monde est en train d'un petit peu se renvoyer la balle. C'est un petit peu compliqué, c'est très tendu, et vous voyez qu'il y a des points communs avec ce que l'on voit chez nous. Mais il y a des conséquences à court et à probablement long terme pour Colo-Colo. Parce que le club pourrait se voir sanctionné via la fermeture du Monumental. Alors ça, c'est quasiment sûr que les prochains matchs, enfin c'est sûr d'ailleurs, hein, que les prochains matchs seront à huis clos. Mais surtout, et ça c'est le problème qui va se poser pour Colo-Colo, parce que le gouvernement pourrait interdire toute organisation de manifestations publiques pour le club. Problème, le club fête cette année son anniversaire, son centenaire. Le club a 100 ans, il y avait plusieurs événements qui avaient été prévus. Les festivités devaient commencer, pour tout dire, cette semaine, fin de semaine, à partir de vendredi 18 avril, avec vendredi une soirée organisée pour revivre entre guillemets comment dirais-je, les premières heures de l'histoire du club, et à partir de samedi, une série de concerts dans le cadre d'un festival qu'ils avaient décidé d'appeler Alba Palooza, vous voyez la référence, qui devait donc réunir plusieurs artistes pour faire la fête autour du centenaire du club. Sachez que le club a déjà annoncé que tout cela était annulé, que c'était suspendu, que l'heure était à la commémoration et au souvenir avant de passer aux festivités. Le club a ouvert un espace sur Internet, hein, sur sa boutique, pour tous ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir les familles des 2 enfants décédés. Je rappelle, Martina, 18 ans, Milan, 13 ans. Je mettrai le lien dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse. Sachez aussi que sur le plan sportif, donc je le disais, Colo-Colo jouera le prochain match à huis clos, ça c'est sûr. On le sait, c'est sûr. Et qu'on attend maintenant de savoir s'il y aura d'autres sanctions de la CONMEBOL, d'autres sanctions qui pourraient être très sévères. Puisque, selon le règlement, lorsque l'organisateur n'est pas capable d'assurer la sécurité et la bonne tenue d'un match contraignant à son arrêt, l'organisateur peut être exclu de la compétition. Ça va vous rappeler une chose, ça va vous rappeler l'affaire du gaz pimenté de Boca en 2015. La CONMEBOL s'en était sortie, entre guillemets, par une pirouette en donnant victoire à River et donc élimination de Boca à ce moment-là. Salut à Itonomi 2001 et merci à toi pour le follow. Bonsoir à toi. Et donc, en 2015, Boca avait été, entre guillemets, exclu de la Libertadores, mais il s'en était sorti en donnant victoire de River, à cause de l'affaire du gaz pimenté. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était il y a 10 ans. Le match avait été arrêté à la mi-temps parce que les joueurs de River avaient été agressés par la barra de Boca. Mais surtout, indépendamment, entre guillemets, à court terme de l'exclusion de la Libertadores actuelle, Colo-Colo risque une disqualification des prochains tournois continentaux. Qui peut aller de 3 à 5 ans. Et là, c'est là où ça peut devenir intéressant à suivre cette histoire-là, et c'est là où on va reparler de la responsabilité des instances. C'est que je parlais de l'affaire Boca à cette époque-là, en 2015. Boca n'a jamais été exclu des compétitions continentales suivantes. Elle a eu 2 matchs de huis clos pour l'édition de Libertadores 2016, la suivante. Et c'est tout. Et donc, la rumeur en ce moment au Chili veut que Colo-Colo soit sanctionné de 3 à 5 ans de suspension de tout tournoi de la CONMEBOL, avec le manque à gagner que cela signifie. Et donc forcément, vous imaginez qu'au Chili, on est en train de dire « Mais dites donc les amis, il y a 10 ans, Boca, on n'a rien fait ». Voilà. Et toujours cette histoire donc de qui va être responsable, qui va assumer.
Concrètement, bah personne. Voilà, personne ne va assumer. On va voir quelles seront les sanctions. Est-ce que c'est plus facile de taper sur Colo-Colo que sur Boca? Pas sûr. Je rappelle que Colo-Colo a gagné une Libertadores, c'était en 91. C'est un ancien vainqueur de Libertadores. Un peu comme les clubs anglais dans les années 90 après l'affaire du Ezel, c'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment le modèle que beaucoup voudraient voir arriver. En gros, des sanctions à l'anglaise, c'est-à-dire très très sévères. Je parlais tout à l'heure de j'ai mangé son prénom. J'ai mangé son prénom, je vais revenir, je l'avais noté, donc je vais le regarder où c'était. Comment il s'appelait notre ami, Andrés Otero. Andrés Otero a carrément cité, l'Angleterre de Thatcher, hein, pour prendre des mesures contre les gens, hein. Donc voilà, voilà, vous voyez à quel point cet homme a envie d'aller sur de la médiation. Bref, mais peut-être que il va falloir frapper plus fort, entre guillemets, au niveau des sanctions. Voilà. Ok, disqualifié, d'accord, mais 3 à 5 ans, faut arrêter les conneries, c'est le règlement de la CONMEBOL, Ibra. Sauf que le règlement de la CONMEBOL n'a pas été appliqué à l'époque pour Boca. Voilà. C'est un autre débat. Mais oui, c'est compliqué tout ça, exactement. Qu'est-ce qu'il faut, que faut-il retenir finalement de tout cela? C'est que la gestion des supporters est un problème mondial. La gestion de la sécurité des personnes dans les rues est un problème mondial et que si chaque région du monde a évidemment ses spécificités, hein, on trouve, c'est pas le Chili n'est pas la France n'est pas l'Argentine n'est pas l'Angleterre. Chaque pays a ses spécificités, mais on trouve quand même quelques petits points communs. Je vous en ai souligné quelques-uns. Donc, des responsables politiques qui ne comprennent rien à ce qu'il se passe et qui n'ont pas forcément envie de comprendre et qui passent leur vie à réagir. Des instances fédérales, je parle des ligues qui renvoient la balle sur les dirigeants politiques en disant que eux, c'est pas de leur responsabilité puisque, eh ben, une fois de plus, c'est sur la voie publique, donc c'est pas à eux de gérer. Et des clubs qui, eux, bien occupés à essayer de ménager leurs supporters les plus fervents et de pas se retrouver au milieu de conflits. Alors, c'est pour ça que là, je parle de spécificité. Si vous avez un conflit avec les supporters en France, vous n'allez pas avoir le même problème que si vous avez un conflit avec vos barras en Argentine ou au Chili. La bise à Independiente il y a quelques années. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, il y a des points communs dans cette gestion des gens. Et il y a aussi un autre point commun, et qui est toujours très présent, et qui est souvent pointé notamment par les ultras en France, c'est que les débordements que vous voyez sur les supporters, vous finissez toujours par les voir sur n'importe quel regroupement de foule, et notamment les manifestations. Et c'est en cela aussi que c'est important que les choses soient parfaitement calées, calibrées, et voilà, et organisées de manière générale. Donc, vous voyez que là, on est encore, les responsabilités sont forcément toujours partagées. On est encore sur un drame et que ces drames ont un terreau identique, l'impossibilité ou l'absence de volonté de voir ces deux mondes véritablement changer, en fait, que les choses changent et en tout cas que ces mondes-là, que ça soit certains dans tous les niveaux, dans toutes les strates que j'ai évoquées ici, aient véritablement envie d'assumer quelconque responsabilité ou en tout cas la responsabilité de vouloir que les choses s'arrêtent, que ces choses-là s'arrêtent.